Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de la potentialité, que ce soit pour Amazon ou pour Microsoft, de mettre du Bitcoin en trésorerie. On va voir pourquoi c'est possible, on va voir ce que ça pourrait déclencher sur le marché et on va élaborer ce scénario qui jusque-là reste potentiel mais peut potentiellement effectivement se produire et ce assez rapidement. Allez, intro. Alors, on attaque par la partie technique, donc du coup, analyse technique. Vous voyez ici qu'on est toujours pour le moment en tendance baissière, on va dire sur le 4 heures. Pour le moment, c'est un joli rejet à la fois sur la trend ici de distribution, mais également sur ce niveau 1 heure qu'on avait mis en avant hier. Donc on est globalement dans le deuxième scénario qu'on avait élaboré hier. C'était pas forcément le scénario privilégié, mais à ce stade, voilà un recoupement jusqu'à 97 où on avait vu qu'il y avait effectivement un petit peu de liquidité et donc ça donnait potentiellement un intérêt, on va dire, à la vente. On va sur le 1 heure où du coup on va pouvoir nettoyer ces deux niveaux qui étaient des résistances. On a donc perdu celui-ci et celui-là. On a perdu le momentum, hein, vous le comprenez là à l'instant. Voilà, il y a quelque chose qui vient de passer en dessous. Donc du coup peut-être une correction plus symptomatique. C'est parfait. Au niveau du 1 heure ici, où on s'était dit que c'était peut-être temps de venir finalement buter un petit peu sur cette zone de volume profile là, mais également, comme je l'ai dit, la traîne de distribution et le niveau 1 heure qu'on avait mise en avant. Euh, à ce stade, donc on a perdu ici ces deux distributions-là, ce qui veut nous dire qu'un jour, on reviendra probablement aux 98 000 sans trop de soucis. Mais dans le respect de la 4 heures, voilà, pour le moment, ça reste un petit peu cette idée que la météo de demain va être la même que celle d'hier. Globalement, la figure commence à se dessiner, si jamais on ne passe pas au travers de ce 1 heure, hein, j'entends bien sûr, vous l'avez compris ici, il y a toujours des si, hein. Quel sera le signal qu'on va éventuellement passer au-dessus de ce 1 heure? C'est clôturer, ouvrir et fermer une bougie en 1 heure au-delà de ce niveau, donc le hard closé. Mais en soi, déjà un premier signal si on casse la distribution, la petite distribution actuelle en 1 heure. Je pars pas sur ce scénario en termes de privilégié, hein, d'accord. Au sens où pour moi, bon, ce qui commence peut-être à se dessiner un petit peu, et je parle de la structure 4 heures ici, ça serait une forme d'élargissement. Alors il n'est pas très beau parce qu'on a largement dévié ici en dessous. Il n'est pas parfait. Mais voilà, il y a ici peut-être quelque chose qui pourrait potentiellement se faire. Sous-entendu, revenir soit en bas, sur le bas de la distribution, ici sous les 90, d'accord. Ça serait continuation de la 4 heures, somme toute. Ça serait pas insultant, voilà, il y aurait éventuellement quelque chose de logique. Maintenant, ce qu'on voit quand même, c'est effectivement une impulsion, potentiellement une correction et potentiellement une impulsion également supplémentaire, ce qui nous viendrait à dessiner autre chose, d'accord. Donc on va élaborer tous ces scénarios-là, on va essayer d'y réfléchir, on voit une certaine perte de momentum encore une fois, si on casse cette distribution, si on casse ce 1 heure, ça veut dire qu'on aura une C, A, B et C, à minima, peut-être même une 2, 3, 4, 5, pourquoi pas. Et si jamais en revanche il y a rejet sur cette zone-là, il y aurait quelque chose d'assez logique à le faire, sous-entendu, vous comprenez que ce pic-là doit protéger finalement le reste des pics qui se trouvent au-dessus, et que ce niveau 1 heure, du coup, a vraiment le sens qu'on pourrait éventuellement lui donner. Euh, Attention aux faux amis, c'est-à-dire un retour sur le 1 heure et un nouveau retest de la traîne qui lui aussi nous rejette. Pour le moment, encore une fois, en regardant la structure, mon scénario, on va dire privilégié, hein, ça serait plutôt un retour sous 90, mais on va aller voir ce qui se passe en termes de liquidité, comment est le sentiment, etc. Je rappelle que ce qu'on fait ici, c'est regarder trois choses, donc le technique, le fondamental et le sentiment. Ce que vous regardez là-dedans, technique, fondamental et sentiment, les trois piliers de l'analyse de marché, c'est vraiment notre routine, eh bien, vous regardez finalement que de la psychologie de marché. Vous ne regardez que du sentiment, d'accord. Le sentiment, la liquidité et du sentiment. Le fondamental, c'est le sentiment des news. Le technique, le prix n'est que la conviction d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, donc vous regardez également du sentiment. Au final, et ça me paraît très important de le redire une nouvelle fois, hein, c'est pas la première fois que je le dis sur la chaîne, mais vous devez comprendre pourquoi il y a ces rejets. Vous devez comprendre en termes de psychologie, puisqu'on regarde du sentiment. La psychologie, c'est comprendre le sentiment, hein.
En termes de psychologie, à quoi ça correspond? Si vous allez juste regarder, on va dire, des order blocks, des indicateurs, que ce soit le RSI, quelle que soit votre méthode de trading, vous devez pouvoir mettre en face une phrase simple qui vous dit pourquoi le marché rejette ici, parce qu'il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, etc. Donc en soi, pour moi, vous devez incorporer dans votre trading une dimension psychologique qui est très importante, puisque encore une fois, ce qu'on fait ici, ça ne reste que de la psychologie. On n'est pas en train de regarder des courbes, c'est pas une intelligence mathématique que vous êtes en train de mettre en place, même s'il y en a une partie. Vous savez qu'il y a 5 formes d'intelligence: intelligence logico-mathématique, intelligence verbale, comment je m'exprime, intelligence interpersonnelle, comment je me ressens personnellement, comment je ressens mon corps, comment je ressens mes émotions, etc. Intelligence intrapersonnelle, et ça fait partie des choses que vous devez aborder dans la psychologie, et puis culture générale. Pour moi, le trading est une fabuleuse discipline au sens où elle fait appel à toutes ces intelligences en même temps. Et l'intelligence, c'est une sorte de muscle que vous pouvez entraîner. Désolé pour cet aparté, on passe sur Ethereum contre Bitcoin, qui lui est à l'appréciation, et c'est très bien, il tient un petit peu son momentum. On a finalement une sorte de confirmation pour le coup que Ether pourrait bien aller sur le haut de sa distribution, d'accord, au 0,040, avec cette épaule, ici, qui a cassé, retesté, et qui désormais est potentiellement en continuation. Ce qu'on va surveiller là, c'est également le momentum, à quelle puissance, et les afflux ETF qu'on va regarder tout à l'heure, qui sont plutôt bons sur Ether. Mais à quelle puissance on monte? Si on commence à perdre cette puissance-là, on commence éventuellement à perdre un certain nombre de choses. Pareil sur Ether contre le dollar, on a parlé, pour le coup en termes chartistes, de cet élargissement symétrique de sommet. Comme ça, d'accord? Élargissement symétrique de sommet, donc du coup, c'est une sorte de mégaphone si vous préférez. On est peut-être en train de le casser, là, on va voir si ça passe. En soi, on a quand même un niveau ici en 1 heure, qui par le passé avait refusé, et je parle du 16 juin 2024, je parle de ici, vous voyez, par 3 fois, sur ce niveau 1 heure. C'est pour ça que je garde, moi, énormément d'infos sur les charts, et on a le niveau daily qui est ici, on va regarder s'il a cassé ou pas, je pense pas que ça soit le cas. Petit ralentissement. Et alors, Kiki? Pour le moment, non, ça n'est pas le cas. Donc si Ether doit rejeter, c'est aujourd'hui, à la fois sur le niveau 1 heure, donc revenir et redescendre sous les 3005, vous l'entendez. S'il doit passer ce niveau, ça sera d'abord visible en 1 heure, et ça sera ensuite visible en daily. Donc c'est pour ça qu'on aime bien avoir un petit peu toutes les time frames, et garder encore une fois quelque chose. Attention à ce haut de distribution là, vous le voyez ici, comme ceci. Si on regarde un peu la structure en daily sur Ether, au final, on voit ici une magnifique flat étendue, d'accord? Ici, on perd la racine, on vient dégager en dessous, et ensuite, on voit finalement ce triangle rectangle ici de retournement, qui lui, pour le coup, n'a pas été retesté. Donc en soi, entre 3000 mais ça j'en ai déjà parlé, entre 2750 et 3000, il y a peut-être quelque chose à jouer, si jamais il y a refus. Quand je regarde un peu la structure également, ça ressemble peut-être à une forme d'élargissement également. 1, 2, 3, 4. C'est pareil, encore une fois, je mets un peu la charrue avant les bœufs, là. La charia avant les breux. Si c'est un élargissement, globalement, on s'attendrait plutôt à 5 vagues dedans. Soit une 5e vague qui vienne chercher en bas, là, 1008, ça ferait mal, mais ça serait pas bien. Soit une rotation partielle, 50% des élargissements nous donnent une rotation partielle. Vous voyez ici que, d'une certaine manière, 2732 est extrêmement perspicace pour une rotation partielle, puisque c'était auparavant une résistance qui pourrait désormais faire support et donc nous renvoyer un petit peu plus haut. Donc cette zone-là m'intéresse pour du trade de position, j'entends. Attention, on n'est pas dans l'intraday ici, ou de l'investissement au spot, pourquoi pas de l'investissement au spot relativement court. Puisque en soi, si jamais vous jouez cette figure qui n'est pas encore mise en place, je le répète, elle sera mise en place vraiment si on vient à la casser, et ça peut se faire en 3, encore une fois, ça existe. Pour le coup, ici, voilà, quelque part autour de 7000, pourquoi pas. Donc la question sur Ether, c'est est-ce que Ether va à 7000 comme ça, directement, en ligne droite, suite à cette flat étendue?
C'était ça la correction, hein, sous-entendu ce qu'on regarde ici, la correction sur Ethereum n'était pas une flat il se serait arrêté là et il aurait continué. La correction était une flat étendue, magnifique structure de retournement ici, non retestée, mais ça n'est pas en soi un problème et on dégage au-dessus si on arrive à péter la distribution et si on arrive à garder le momentum du moment. En revanche, s'il y a un rejet ici sur cette zone, donc à la fois sur le 1 heure et sur la trend, un petit peu ce que nous a proposé Bitcoin dernièrement, et bien à ce moment-là, on peut s'attendre éventuellement à un dip assez conséquent sur Ether, à savoir que là, même si on retournait juste ne serait-ce qu'à 3000, voilà, 25%, entre 17 et 25% de dip, pourquoi pas, d'accord. On va voir si c'est chargé en open interest, déjà, ça sera une des premières choses. Vous voyez ici que ces deux distributions avaient été cassées et qu'on a magnifiquement touché la target, d'accord. Et ici, on casse cette distribution, bon, ça continue à accélérer, c'est bien. Le point pivot, il était là, donc c'était 3005. On va voir si désormais ça refuse, si désormais ça rejette, ou si ça passe. C'est pour ça qu'on garde un runner. C'est-à-dire que ici, on rentre le trade, nous, autour des 2004-2005, je me souviens plus exactement, je pourrais regarder, mais voilà, on rentre le trade, en fait, je vous ai montré les trades de toute façon sur la chaîne. On rentre le trade ici, bon, on voit que ça casse, donc très bien. On va chercher notre target de 3005 et derrière c'est un runner qu'on va laisser, c'est un petit un reliquat de la position. Alors là il est assez conséquent en l'occurrence sur celle-ci, ça veut dire qu'on a cette conviction que ça pourrait éventuellement passer parce qu'on le voit dans la petite structure. J'entends par là impulsion, correction et potentiellement on pourrait s'attendre effectivement à une cassure. Une target ici on entraîne une autre, hein, d'accord, on a un joli flag qui casse. Ici, on est en train de péter la racine du haut, donc c'est bien. On est en train de s'installer au-dessus, donc c'est bien. Donc pour le coup, oui, il y a énormément d'intérêt à laisser quand même une belle partie de cette position venir chercher. Alors en l'occurrence, pour moi, c'est plutôt la target qui est ici, 4482. Je l'ai monté un petit peu autour des 5000. Je suis juste en dessous des 5000 pour le prochain TP. Mais une possibilité de rejet existe, d'accord. On va, encore une fois, en fin de vidéo, aller voir la liquidité, etc., puis se faire un point un petit peu sur ces positions-là. Autant qu'on fait la routine, on fait également le trade, le management du trade dans lesquels on est en même temps, hein, bien évidemment. L'altcoin dominance, eh bien ça c'est joli, on a cassé la distribution qui était là, on a très bien refusé sur la base de cette vallée. Je rappelle que cette vallée est censée protéger une structure haussière, hein, d'accord. C'est cette vallée qui vient essayer de se protéger pour éventuellement protéger le mouvement, d'accord. Personnellement, ce que je peux voir pour le moment, alors on va voir si c'est ça qui se met en place. C'est facile de faire une droite avec 2 points, hein. Parfois je dis, dites-moi merci d'avoir mis cette droite sur le graphe parce qu'elle a repoussé le prix. C'est complètement con, hein, bien évidemment. Mais voilà, ici, ce qu'on peut dire en ce moment, c'est si on veut une accélération sur les alts, eh bien, on va vouloir une accélération du momentum, d'accord. Ne pas éventuellement venir retester le momentum initial qui était somme toute assez faible et accélérer le momentum. Avoir une petite parabole qui nous donne une alt season potentiellement jusqu'à Noël et janvier, pourquoi pas. Pour le moment, et je parle de petite alt season, encore une fois, pour moi, le vrai retournement, il se fait un petit peu plus haut, d'accord. La vraie structure de retournement, elle se fait plutôt sur la zone des 24. Mais c'est mignon, sincèrement. Si on tient cette accélération du momentum, c'est encore plus mignon. On a quand même ici une structure de retournement en daily. Ce qu'on veut, c'est que la structure de retournement se fasse en weekly. Ok, si je vous passe en weekly, vous allez voir ce très joli W qui est peut-être en train de se former si on arrive à casser ici, d'accord. Est-ce que je rentre sur un W comme ça? Là, on regarde de la dominance, mais c'est pas tellement le problème. Ça marche aussi avec le prix. Est-ce que je rentre directement à la cassure du W? Au spot, pourquoi pas, j'ai envie de dire, parce que ça peut accélérer. Voilà, moi, je suis pas un grand fan des W et de rentrer sur la ligne de coup d'un W, d'accord. Je préfère attendre qu'on vienne retester soit du momentum, qu'on vienne retester soit un niveau un petit peu plus bas. Donc, en fait, finalement, essayer de rentrer sur le higher low, d'accord. Vous l'aurez compris ici, si on rentre sur une structure un peu haussière en weekly, personnellement, j'attends qu'on enfonce plutôt la ligne de coup. Mais également, et aussi parce que sur des time frames plus petites, on va dire que j'ai déjà rechargé sur des alts qui m'intéressent, d'accord. Quel est le risque ici? C'est tout simplement de ne pas faire cette structure de retournement, j'en ai déjà parlé hier également, mais que ça soit la correction. Ici, on ait une impulsion et qu'on ait une impulsion supplémentaire qui nous emmène au 12%. Encore une fois, on ouvre le spectre de toutes les possibilités, c'est-à-dire que il y a des scénarios, on leur attribue une probabilité, c'est être rationnel, d'accord, avoir un rapport
cognitif au marché, on va dire ça comme ça, des causes, des conséquences, qu'est-ce qui peut se passer, je fous une proba dessus, et à partir de là, on va dire que si j'estime que il existe X% de chances qu'on aille à 12% sur les altcoins, et ben je garde X% de mes stablecoins prêts à intervenir si on y va. Encore une fois, c'est très rationnel. Et puis, à l'inverse, si on fait cette structure de retournement, etc., ben, j'aurais peut-être plutôt tendance à dire, ok, la chance que ce scénario d'aller à 12% se diminue, donc du coup, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'avoir une entrée sur un point un petit peu plus bas. On ira voir éventuellement où pourrait se protéger la structure, mais là, en l'occurrence, pour moi, ça semble assez évident qu'il y a quelque chose à 21%. D'accord? On regarde de la dominance, mais c'est pas grave, on peut étudier de la dominance comme ça en structure. Il y a des choses qui fonctionnent moins bien, justement, quand je vous en parlais sur la psychologie, parce que là, on perd cette idée, on regarde beaucoup d'alt en même temps, on regarde leur dominance, on regarde le marché dans son ensemble sur les altcoins. Donc on perd cette idée de psychologie en termes de justement, ce que je regarde, ça n'est pas ici un prix. C'est une dominance, donc ça n'est pas, je perds une partie de la psychologie, des retests, etc. et toutes ces choses-là, tout simplement parce que j'ai pas une paire, j'ai pas, on va dire, je sais pas moi, Solana contre le dollar, où là, pour le coup, j'ai un vrai indice de sentiment. Ici, c'est un indice de dominance. Donc ça va être comme si je faisais de la sociologie plus que de la psychologie. Je travaille pas sur une personne, je travaille sur un ensemble, un groupe de personnes, d'accord? On va sur les news avec certaines news potentiellement intéressantes. J'ai reposté pas mal de trucs, j'ai été assez actif. Alors ça, c'était dans la continuité de la vidéo d'hier. J'en profite pour vous dire, abonnez-vous, mettez un like, c'est important, vraiment, par rapport au temps passé, ne serait-ce qu'à poster les vidéos. Cette routine, encore une fois, je la fais pour moi, mais je la partage pour vous. Donc du coup, ne serait-ce que pour la routine, je la ferai tous les jours de toute façon, et même cette chaîne, je la fais pour moi. Mais par contre, voilà, mettez en avant, éventuellement, faites marcher les algorithmes, parce que sinon, c'est un petit peu du vol. Sinon, c'est un petit peu une manière de, comment dire, ne pas rétribuer le travail qui vous est partagé ici. Abonnez-vous sur le compte X, allez voir dans les descriptions de la vidéo, que ce soit sur Bluffin ou BitGet, vous avez la possibilité de vous affilier. Et je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. On complète la vidéo d'hier, j'ai parlé pas mal de MicroStrategy hier. Voici la structure de l'actionnariat de MicroStrategy. Globalement, vous avez Michael Saylor qui a environ 11%. Ici, vous le voyez, 11%. Et ensuite, Capital Research Management Co. Donc, c'est des investisseurs institutionnels, un gros fonds qui a une dizaine de pourcents. Vanguard qui a 9,53. Et on retrouve BlackRock à 4,22. Ce que j'entends par là, c'est que Michael Saylor à la tête de MicroStrategy n'est pas immuable. Maintenant, on a quand même vu, et ici vous voyez la structure, il y a 48% d'institutionnels, il suffirait qu'en soit, Capital Research, Vanguard et BlackRock se mettent d'accord. On va dire qu'à partir du moment où il y a une cinquantaine de pourcents qui est d'accord pour l'évincer de la tête de MicroStrategy, c'est le cas. Maintenant, ce qu'on a vu faire dernièrement aussi quand même sur MicroStrategy, c'est que Michael Saylor est sorti du rôle de CEO de MicroStrategy. Et il s'est vraiment dévoué à la partie Trésor et Bitcoin. C'est-à-dire qu'il est devenu président du board et que en devenant président du board, finalement, il va vraiment totalement mettre à profit sa stratégie Bitcoin. Donc on peut estimer que ça a été voté à un moment donné et on peut estimer qu'à ce moment-là, en tout cas, les institutionnels étaient d'accord pour que ça soit le cas. Maintenant, il faut bien comprendre également que une news dans laquelle Saylor serait littéralement évincé du board, c'est-à-dire maintenant tu es un actionnaire mais c'est tout, tu as un petit peu FOMO mon copain, donc calme-toi un petit peu sur cette idée de Bitcoin, etc. Protège un petit peu l'entreprise et protège l'actionnariat par ailleurs. Et bien à ce moment-là, les Bitcoins de MicroStrategy seraient totalement disponibles à la vente, d'accord? Saylor est un hodler, maintenant que ce soit Vanguard, BlackRock ou les autres, peuvent tout à fait l'évincer et ne sont pas, eux, nécessairement des hodlers. Ok. Le CME futur sur Ethereum qui touche un all-time high. Ethereum n'a jamais été autant tradé sur son CME. Chicago Mercantile Exchange. On n'est pas sur des exchanges là, c'est pas des choses qu'on voit au niveau du funding, etc. Mais par contre, c'est intéressant. Alors ici, pas du tout fiable, Gordon, Alcon Gordon, c'est un mec qui des fois a des infos, colporte parfois des bruits de couloir, etc. Mais il y aurait une news comme quoi Amazon serait peut-être potentiellement en train de réfléchir à mettre du Bitcoin dans ses réserves de trésorerie.
Je mets cette info de côté, on va aller en voir une autre, et du coup, on va élaborer éventuellement des scénarios. Ici, vidéo de Kamala Harris qui apparaît sensiblement éméché sur la vidéo, en tout cas, c'est mon avis également. Toujours dans la lignée de MicroStrategy, vous avez ici, si vous voulez faire une capture d'écran, alors il y en a une qui est pas décembre 2020, ici c'était une autre date, je crois, c'était plutôt 2021. On a parlé hier des convertible bonds qui ont permis à MicroStrategy tout simplement de venir proposer une stratégie d'investissement sur Bitcoin qui propose du yield, hein, en fait. Ici, il faut comprendre que voilà, il y en a certains pour les premiers qui arrivent à maturité bientôt, mais pour le reste, donc c'est-à-dire qu'ils vont être soit convertibles en actions, soit convertibles en cash. Vous voyez ici que depuis le prix au décembre 2020, il y a un pump qui est déjà en place, hein, qui a été fait largement de 37%, dont a besoin Sailor pour tout simplement, effectivement, venir payer ses abonnés. D'accord. Payer ses abonnés, payer les personnes qui ont tout simplement, effectivement, acheté ces bonds. Euh, Également, vous voyez que le reste, tout ce qui a été sorti en 2024, une bonne partie du reste, a plutôt une échéance à 2029-2031. Hier, je vous avais promis d'aller voir éventuellement ces choses-là, donc j'ai trouvé l'info et la voilà. Bitcoin, les ETF d'hier, les afflux sont de 100 millions. Ça revient en positif, on était plutôt sur 2 jours négatifs, on a vu, je crois, 400 et puis moins 40 ou moins 50, je sais plus. Mais en l'occurrence, ici, bon, vous voyez que l'hémorragie continue à se calmer, hein, d'accord. Et Ethereum, vous voyez, 90, c'est intéressant de voir que Bitcoin à 100 et Ethereum à 90, donc en ce moment, un très bon momentum sur les ETF Ethereum. Là, on regarde les différents ETF altcoins qui sont en prévision. Vous voyez qu'on a des paniers pour certains, on a du Bitcoin et Ethereum pour d'autres, on a 3 XRP, on a 4 Solana, on a un Hbar, un Litecoin et encore une fois des paniers. Donc regardez bien ici, surtout sur Grayscale, le panier est intéressant et il y a potentiellement des altcoins qui vont avoir un intérêt qui vont être intéressantes parce qu'il y aura la demande induite en plus dessus des ETF qui est un très bon vecteur d'investissement, notamment parce que vous n'avez pas besoin de faire votre custodial, etc. Le Sénat français qui valide une augmentation de la flat tax de 10%, elle passe de 30 à 33. Vive la France, on va dire ça comme ça. Bon, pour moi, c'est pas que c'est une non-news. On savait qu'il allait y avoir une augmentation. Elle est passée de 30 à 33. Heureusement qu'elle n'a pas fait 37. Ça aurait été vraiment une pression fiscale ici qui était bien de trop. 33, c'est déjà beaucoup trop, on est d'accord. Et là, Michael Saylor, alors, not real, at not real. Non, désolé. Alors, autant pour moi, j'ai cru que c'était. Non, c'est un faux compte, not real seller, ok. Microsoft qui pourrait éventuellement prendre la pilule orange. Donc pour le coup, on a vraiment des bruits de couloir. Maintenant, vous l'avez vu, les deux sources ne sont pas fiables, mais parfois ce genre de bruit de couloir commence éventuellement à se mettre en place. Personnellement, mon avis sur l'histoire, si ça devait se passer comme ça, euh, dans un premier temps, je pense que à la fois en tant que personne, il y a une éventualité que Bill Gates et Jeff Bezos accumulent de manière personnelle. On a vu Bezos vendre pas mal d'actions dernièrement Amazon. Alors d'abord parce que il fait ce qu'il veut, mais ensuite on l'a pas vu faire des gros achats en face, acheter des grosses entreprises, etc. Il y a effectivement sa quête de l'espace un petit peu qui nécessite potentiellement un certain cash flow. Mais en soi, il est possible que Bezos soit en train d'accumuler en Tsum Tsum et que Gates fasse un petit peu la même chose avant tout simplement de effectivement prendre la décision que leur entreprise mette du Bitcoin en réserve. Donc on a cette potentialité qui existe, qui soit de dire éventuellement que effectivement ces gens-là sont en train d'accumuler pour eux-mêmes d'abord, ensuite laissent la news comme quoi effectivement ils en prennent en trésorerie pour des petites quantités dans un premier temps et puis ensuite essayer d'accélérer un petit peu le mouvement. Et puis en troisième, acceptent déjà le Bitcoin comme moyen de paiement.
Il faut bien le comprendre ici, à un moment donné, cette acceptation du Bitcoin comme moyen de paiement par Amazon va être la news, en tout cas je le pense, Amazon ou autre, la news qui peut effectivement catalyser. Ce qu'on a besoin ici, c'est un cas d'usage institutionnel de Bitcoin comme moyen de paiement. Si vous voulez avoir une réserve de valeur, vous devez pouvoir faire, à mon sens en tout cas, du business to customer, du B2C, à un moment donné en BTC. Il y a également bien sûr cette news qui est massive potentiellement, qui est que les États vont potentiellement accumuler du Bitcoin bientôt. Pour le moment, ça n'est qu'à l'état embryonnaire, cette idée de réserve en Bitcoin, mais on a vu une certaine, une bonne partie des États commencer à avoir dans l'idée effectivement de le faire. On passe sur Wall Street Journal, on va peut-être l'enlever de la routine parce qu'il y a rarement des choses dessus. Ici, pareil, on passe sur Journal du Coin, on passe sur Hyperliquid. Voilà, on va essayer d'accélérer un petit peu la vidéo. Bitcoin qui revient à 97 alors que et qui ensuite replombe alors qu'Ether et XRP Surge augmentent de 7%. Acheter du Bitcoin en 2013, c'était comme acheter de l'or en 1000 avant Jésus-Christ, nous dit le CEO de Pantera, pardon. Ici, on passe sur la Chine, on en a beaucoup parlé également dernièrement. On passe encore une fois sur la Chine également. On passe également sur MarketWatch. Hein. Hier, on a eu le PCE, donc le Personal Consumption Expenditures. Il est tout à fait au consensus, d'accord? Donc c'est une non-news. Vous voyez ici que tous les consensus sont plus ou moins respectés. Donc, en soi, on va dire que le PCE valide ce que nous avait dit le CPI. À partir de... oui, c'est ça. À partir d'aujourd'hui, on est en week-end de Thanksgiving, c'est-à-dire que jeudi, vendredi et jusqu'à lundi, eh bien, les Américains sont sur un très long week-end de petites vacances. Les retail, on était 68e hier et on passe en 69. Intéressant de voir que le wallet crypto Phantom passe devant Coinbase. Donc ça, c'est intéressant également. Le self-custody qui a potentiellement des beaux jours devant lui. Vous comprenez ici qu'on est sur des territoires où on est quasiment au nombre de download de Alexa. X est 51e, je vous fais un petit point. Uber ici est dans les premiers. On a en ce moment Instagram ChatGPT et Walmart, etc. Google Gemini. Intéressant. Google et TikTok arrivent en 7 et 8e, Temu, McDonald's. Vous voyez que c'est relativement intéressant de voir, de mettre en proportion aussi hein, pour Amazon Shopping. Vous voyez ça reste intéressant de mettre en proportion, encore une fois, ce qui se passe en ce moment. Google Trend, on va passer directement à la liquidité. On liquide 283 millions hier, à peu près 130 millions. On n'est pas loin de la moitié sur Bitcoin et Ethereum. La map a plutôt liquidé du short à raison de 169 millions. Vous voyez qu'on a quand même liquidé du long, 113 millions. La map est, je dirais, un aspect normal, un peu mitigé. Voilà, un aspect normal de retournement. Donc voilà. Ici, quelques ordres de vente. On parle du carnet d'ordre, bien sûr, sur Binance. Quelques ordres de vente qui ont commencé à se rajouter sur la zone des 97-98. Donc c'est suffisamment intéressant pour qu'on le regarde. C'est pas incroyable, mais il y en a. 67 bitcoins ici, c'est pas énorme. 74 ici qui se sont rajoutés, hein, encore une fois par rapport à ce qu'on a regardé hier. Voilà, petite 200-300 bitcoins en plus. On avait dit ici qu'il y a pas mal d'ordres qui avaient disparu quand même hein, sur la descente. Je vois pas énormément d'ordres se mettre en place. En tout cas, ici vous voyez qu'on n'a rien. Si on devait dip à 90 000, il n'y a pas d'ordre en attente au-delà des 90 000. On aime bien dans une tendance haussière qu'il y ait des ordres qui viennent se faxer entre. Ça peut aider la tendance tout simplement à se maintenir. Les marchés en levier. Alors, par rapport à hier, j'ai rajouté un petit point de long à venir prendre ici parce que j'ai refait une routine hier et on voit d'une certaine manière que ici, le prix diminue assez fortement et en même temps, j'ai une augmentation du funding. Ça veut dire qu'il y a un petit peu de monde sous la structure. Ici, on a pris ce point de long. Derrière, j'ai une structure qui augmente en même temps que j'ai un funding qui reste somme toute assez stable. Donc oui, j'ai effectivement un tout petit peu de short à venir prendre au-dessus du prix. Donc on dégage ça et on sauve. Je mets en pause parce que sinon je vais oublier de sauver. Hop, on reprend. Moi j'aimerais bien qu'on revienne à peu près sur les 20 milliards et peut-être même un petit peu en dessous d'Open Interest. Pour le moment c'est pas le cas. Bon, ça reste 21,4. Voilà. Il y a un peu de thunes à venir chercher, à venir prendre en dessous quand même. Non, aucune certitude qu'on va effectivement le faire. Je mets en pause.
Excusez-moi du coup, parce que j'ai fait la routine sur mon portable, sur un autre ordinateur, et du coup, bon, bien évidemment, ça nous délogue sur certains logiciels. Quand on regarde les bubbles, donc les bulles de liquidité, une correction à 93,7 serait somme toute assez logique et on a effectivement un petit peu de monde au-dessus de la structure. Vous voyez que moi j'avais mis ici, il me semble, comme 98. Attendez, on regarde, on va croiser ici. Ouais, 98 comme point éventuel de longue à prendre. C'est pas vraiment l'avis d'iBlock, d'accord? On n'a pas énormément de longue ici. Moi je vois un changement sur le funding. Pour le coup, iBlock ne le voit pas. Donc 94 et on a un petit peu de monde au-dessus. Les bulles sont pas extrêmes, d'accord. Ici, on avait regardé hier en disant la zone des 97 est une zone intéressante en termes de bubble à venir éventuellement chercher. Je trouve pas que c'est extrême encore ce qui reste au-dessus. Maintenant, à voir. Hop, on va regarder désormais la heatmap, donc où est-ce qu'on est chaud en termes de liquidité, où est-ce qu'on n'est pas chaud. Manque un peu de liquidité intermédiaire pour faire le lien avec les 90, qui était mon scénario privilégié hier, et ce qui le reste encore pour le moment, en tout cas toujours aujourd'hui. Et vous voyez qu'on est assez proche quand même de cette zone de valeur énorme autour des 100 000, 102 000, d'accord? Si je dézoome un petit peu, puisque ça me paraît cohérent de le faire en ce moment, et puis, puisque je fais ce que je veux, aller sous 90, il y a une petite zone de valeur. Pour le problème de perte 90, ça serait vraiment de potentiellement aller à 82, mais on en avait déjà parlé sur la vidéo précédente, celle d'hier, je crois. Donc pas de nouveauté hein, sur la 3 mois, on ne la regardera, je pense, qu'une fois par semaine, dorénavant. On revient sur la structure et on fait la conclusion. Avant ça, un petit tour sur Ethereum, puisqu'en ce moment, il y a un certain intérêt dessus. Ethereum en soi, il y a de la liquidité en dessous, donc attention. Et pour le coup, manque de liquidité intermédiaire, c'est-à-dire que le marché n'a pas nécessairement eu énormément le temps de rentrer sur ce pump, j'entends sur les exchanges, hein, encore une fois. Et pour le coup, la heatmap, elle est plutôt autour des 3100, 3200. Et vous le comprenez, moi je disais plutôt entre 2007 et 3000. On va pour une fois dézoomer, on le fait rarement sur Ether et regarder un peu où sont les poches de liquidité, où sont les traders de position. Ouais, en effet, entre 3002 et 3100, il y a quelque chose, et sous 3000, il y a quelque chose aussi. Si Ether devait vraiment rentrer dans une correction symptomatique, encore une fois, ça serait vraiment des zones hyper intéressantes où venir chercher. Maintenant, celui qui est rentré éventuellement à 2990, on est là à 3600. Il a quand même eu un trade assez juteux pour que les traders de position aient à minima pris une certaine forme de profit. Vous voyez très bien en tout cas les deux poches de liquidité ici. 3200 prend du sens, c'est un support et c'est pour ça qu'on l'a touché plusieurs fois. Et donc on a accumulé de la valeur juste en dessous. Et si on dévie sur ce support-là, pour le coup, en dessous de 3000, il y a beaucoup d'ordre. Ça voudrait dire quoi? Les institutionnels ont fini de vendre un peu leur contrat, le marché dump, on vient liquider ici du long pour enclencher le contrat inverse, hein, c'est ça la psychologie, c'est de se dire, bon, les institutions, elles ont besoin de grosses maps de liquidité comme ça pour éventuellement venir refill des ordres. Quand vous êtes liquidé sur un long, vous avez un acte de vente forcé. Ce sont des zones extrêmement intéressantes pour accumuler un max de contrats sans avoir de slippage, sans que le prix, eh bien, tout simplement, ne reparte à la hausse. D'accord? Donc je peux ici me dire que effectivement la zone des 3002 et la zone des 3000, en tout cas quand on regarde la liquidité sur Ethereum, est intéressante. Maintenant, est-ce qu'on est dans un marché de liquidité? Est-ce qu'on est dans un marché de FOMO? Et c'est là que j'en ai un peu parlé ces derniers temps également. Mais en soi, comment dire, on a quand même je vais nettoyer ma charte, hein, je vous le promets. On va ici essayer de garder des choses plus pertinentes. Et j'en laisse beaucoup sur la route. Mais moi, ça me convient, mais je peux comprendre ici qu'elle soit un petit peu chargée. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, est-ce qu'on est dans un marché de liquidité? Est-ce qu'on est dans un marché de FOMO? Alors, moi, quand j'avais ces accélérations de momentum qui étaient fabuleuses, c'est-à-dire accélération ici, accélération ici, accélération ici, etc., je trouvais qu'on n'était plus dans un marché de liquidité. Maintenant, on perd un peu tous ces momentum un par un, d'accord? Donc, on peut éventuellement revenir sur une zone plus accumulative en termes de contrats plus institutionnels, comme je vous disais, dans une zone. Je trouve que les pertes de ces momentum successifs peuvent éventuellement nous amener vers le fait que finalement on a poussé, certes, après cette belle correction depuis un certain temps qu'on a passé, et je parle ici, on va parler un peu du weekly vite fait. Je
parle ici bien sûr de la grosse correction qui a duré 6-8 mois là, hein. Celle-ci, où on s'est baladé entre 72 et 50 pendant un certain temps. On en est sorti, on a fait cette poussée supplémentaire. Maintenant, la question, c'est est-ce que sous les 100 000, le prix aura le jus ou pas pour moi d'aller à, je dirais, 120, 130, c'est-à-dire qu'on est sur une correction H4 et que ça va pousser plus. Ce que je veux voir à ce moment-là, c'est une accélération du momentum que pour le moment on n'a pas. Donc je veux pouvoir m'appuyer sur une trend d'accumulation qui prend en agressivité. D'accord? Vous comprenez qu'au départ, on va enlever celle-ci. Tac. Au départ, la pente du mouvement, c'est celle-ci. Moi, je veux qu'elle accélère. À un moment donné, je veux qu'il y ait une accélération. Ici, je disais, ah, elle est belle l'accélération, on la tient bien en plus. Vous voyez ici que de 71 à 90, on va dire que c'était un no-brainer. Ça s'est fait en quelques jours. Maintenant, on a perdu ici, pour moi, les deux accumulations en cours. Et du coup, je me pose la question un petit peu de est-ce qu'on regarde à ce point-là la liquidité ou est-ce qu'on va plutôt sur de la psychologie? Et ça fait redondance avec ce que je vous disais tout à l'heure, le ressenti d'une psychologie de FOMO ou alors le ressenti d'une psychologie de liquidité voulant dire on ne sait pas trop où on va encore. Le marché a quand même un petit peu peur. La FOMO, c'est vraiment tout le monde rentre, quel que soit le prix. On a l'impression de courir derrière le prix. Et ça, c'est magnifique à prendre en trading. C'est vraiment des choses qui peuvent, entre guillemets, changer votre vie ou en tout cas faire des gains générationnels, effectivement. Ou en tout cas prendre des x2, x3 sur votre capital de trading. C'est ce type de moment dans lequel on veut être absolument dans le bon sens et dans lequel, même si la liquidité, elle est flippante, on veut ne pas trop la voir, ne pas trop la regarder, on la garde dans un coin de l'œil, on la regarde comme ça, mais en soi, on veut quand même ici aller chercher, bien sûr, cette FOMO et être dans le bon sens du train. Donc, la grande question ici, pour moi, elle est de dire, est-ce qu'on suit en ce moment la liquidité ou est-ce qu'on est en FOMO? Si on avait tenu le momentum qui était celui-ci, j'aurais tendance à dire que c'était joli. Et donc, du coup, la grande question qu'on doit se poser ici, pour moi, en tout cas, hein, c'est mon avis, c'est est-ce qu'on est sur une correction H4, en fait, et donc, du coup, on fait une pause et ça repart, ou alors est-ce qu'on est sur une correction plutôt daily, ok? Pour le moment, je respecte la H4 ici dans mes scénarios, vous l'avez compris, c'est-à-dire que je pense qu'on est dans une correction H4. Donc je respecte la FOMO aussi, j'essaye d'avoir, vous comprenez ici, un scénario qui respecte à peu près tout le monde. Et je pense qu'on est dans une correction H4. Maintenant, je ne peux pas vraiment dire quand est-ce qu'on est sûr qu'elle se termine. Ok. La perte de ce momentum-là, par exemple, ici, est un signal que pour moi, potentiellement que cette correction H4 va être un peu plus longue, un peu plus symptomatique. Vous comprenez qu'ici, mon biais était on va péter les 100 000 et on va passer dedans comme papa dans maman, et ça très rapidement. Ici, c'est on a peut-être quelque chose à tenir, mais attention. Ici, c'est bah tiens, on est en train de ralentir et la correction est plus symptomatique. À chaque perte de momentum, ça m'enlève une partie de l'idée qu'on est potentiellement dans une correction un peu plus symptomatique et qu'on est plutôt sur une correction daily/weekly. Donc en soi, qu'est-ce qu'on veut dans ce cadre-là? C'est trouver des points extrêmement intéressants en daily ou en weekly de rentrée, mais également des points en H4. C'est ce que j'ai fait là, c'est ce que j'avais aussi plus ou moins vu sur ce 15 minutes sur le retracement. Pour moi, pour le moment, ça n'est qu'un retracement. En revanche, si je vois ici le truc casser et venir chercher cette zone-là, pour le coup, on sera effectivement dans une très belle structure de cassure du H4 qui nous emmènerait sur une continuation du daily, d'accord? On va dire que pour moi, à ce sens, alors après chacun voit un peu les choses comme il le veut, mais pour moi, on a perdu toutes les traînes qui nous permettaient éventuellement de dire que, en tout cas, la correction était plus ou moins du H4, du H1, et qu'on est peut-être en train de construire la potentialité de temporiser sous les 100 000 et ce pendant un certain temps. Maintenant, si on y va, tant mieux, on a les trades qui sont en train de rouler pour y aller et il y aura d'autres portes d'entrée plus tard, d'accord? Ici, il y avait une très belle porte d'entrée. Malheureusement, personnellement, je ne l'ai pas prise. J'attendais cette porte d'entrée là, légèrement en dessous, d'accord? Quelqu'un qui va être extrêmement, on va dire, patient, professionnel, etc., attendra plutôt une entrée sous ce H4, vu qu'on est dans une correction
H4, d'accord. C'est encore une fois, voilà, des choses que vous devez appréhender avant qu'elles se passent, en tout cas. Je vous dis pas d'entrer à l'aveugle sur des niveaux, c'est pas ce que je veux dire. Je vous dis de préparer des trades avant que, tout simplement, et à l'encontre du scénario émotionnel. Ce que j'appelle le scénario émotionnel, c'est cette très belle impulsion-là, hein, qui nous dit, ah bah tiens, on va peut-être venir péter 100 000 cette fois-ci. Et qui est probable et qui est possible, d'accord. Moi, en tout cas, je vois une vraie zone pivot ici, une vraie zone de valeur, et dans toute cette box-là, c'est plutôt cette box-là, en ce moment, voilà, qui aurait tendance à m'intéresser. Est-ce que ça veut dire que si vous allez FOMO en disant, bah merde, j'ai loupé une opportunité, on va dire, on va parler d'investissement ici et d'achat au spot. J'ai loupé une opportunité d'acheter à 91, maintenant c'est à 95, et du coup, si je rentre pas à 95, eh ben, j'aurai jamais du BTC à 5 chiffres, on va dire ça comme ça, puisque on va potentiellement passer à 6 chiffres. Oui, je compte, oui, 1, 2, 3, 4, oui, c'est ça. On va potentiellement passer à 6 chiffres bientôt. Et ben faites-le en fonction de votre psychologie à vous, d'accord. C'est pas à moi de vous dire quoi décider en fonction de ce que vous voulez faire. Mais déjà, votre propre comportement aura une certaine forme de FOMO, d'accord. Et ici, dans votre propre psychologie, intelligence interpersonnelle, il est possible que vous ayez suffisamment d'intelligence intrapersonnelle, que vous sentiez suffisamment la sociologie du marché pour que ça soit effectivement un bon call en ce qui vous concerne, puisque vous sentez que le marché va potentiellement FOMO, et donc du coup vous allez en FOMO avec lui, mais sur les bons points d'entrée. Je ne sais pas si vous me suivez, j'espère que c'est clair, j'espère que, enfin en tout cas moi, pour moi, dans ma tête, c'est très clair. Cette idée de quelle est la sociologie du moment. Est-ce que c'est effectivement FOMO ou appréhension, donc on ne sait pas, donc liquidité. Donc il y a pas, le marché n'est pas en train de FOMO en ce moment, il s'est un peu calmé, il a dit, oula, attendez, on est sur un Bitcoin qui est quasiment à 6 chiffres, entre guillemets, c'est peut-être un peu cher. Et c'est là, quand on regarde la charte, et que je reviens sur l'idée que le prix, la charte du prix, n'est que la conviction d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, ce que vous devez comprendre là-dedans, c'est que ici, là, le marché vous a dit, finalement, il n'y a pas grand monde qui se dit qu'acheter du BTC à 100 000 dollars, à 98, 99, il n'y avait pas une énorme demande dans cette zone-là, d'accord. Si le marché avait FOMO, il serait venu rect, effectivement, tous les shorts. Donc, du coup, là, il y a eu, effectivement, un mouvement de retrait qui a amorcé, peut-être, une indécision. Cette indécision-là veut dire qu'on re-rentrerait potentiellement dans un marché de liquidité. Le marché de liquidité est un marché d'indécision qui donne la part belle aux institutions parce que c'est elles qui peuvent effectivement manipuler un peu les choses et venir chercher leurs ordres dans les endroits où elles le veulent, grâce à des savants algorithmes et grâce à finalement cette idée un peu d'order block, de zone de demande, appelez-le comme vous voulez, de heatmap. On regarde, tout ce qu'on regarde, c'est une réitération un peu de la même chose qui est quelle est la psychologie du marché. Encore une fois, une nouvelle fois. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Pour moi, voilà, je voulais vraiment axer les choses ici dans cette idée de psychologie. On ne fait pas des maths. En tout cas, à mon avis, ça ne marche pas. En ce qui me concerne, en tout cas, ça ne marche pas de réfléchir juste comme un matheux en disant divergence haussière sur le RSI. Donc voilà, ben là, je rentre. De travailler qu'avec des indicateurs. Pour moi, vous devez et c'est ce que je fais sur mon journal de trading personnel, rentrer un trade avec une phrase simple. C'est un petit peu comme écrire un livre, c'est un petit peu comme faire un pitch elevator quand vous montez une entreprise, par exemple. C'est un petit peu comme... donc vous devez être capable, dans une phrase simple, et bien tout simplement de résumer votre bouquin, votre idée d'entreprise, votre idée de film, votre idée de chanson. Voilà, je veux faire un truc blues, mais qui a un peu d'électro derrière et que ça sonne un peu comme ça. À partir de là, vous aurez la créativité d'aller effectivement faire les choses bien. Ok. Waouh. C'était long, excusez-moi. 43 minutes, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à verbaliser des choses qui finalement vous semblent, en fait c'est la conclusion de ces choses-là, n'hésitez pas à verbaliser et à mettre en psychologie des choses qui finalement vous semblent précises sur la structure, etc. On parle beaucoup, et je parle beaucoup de niveau H1, etc., toutes ces choses-là. J'essaye parfois de faire le lien avec la vraie psychologie, mais en soi, votre travail est un travail de psychologue, à la fois pour vous-même, à la fois pour les autres, le ressenti sociologique, encore une fois, des choses, et à la fois pour
cette idée, il y a effectivement une intelligence logico-mathématique, j'en ai parlé aussi également dans l'idée, c'est-à-dire si je pense que le marché, si j'estime qu'il y a 30% de chances que le marché peut dipper à 85 000, à ce moment-là, à 85 000, j'aurai une somme qui équivaut à 30% du risque que je suis prêt à prendre en ce moment pour y aller. Je parle ici d'investissement spot, hein. Ne mettez pas 30% de votre capital de trading sur un trade, on est bien d'accord. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Allez, on va continuer à parler Bitcoin en ce moment. Pour le coup, je fais l'annonce, mais pour le coup, on parle pas mal Bitcoin dans les commentaires. Est-ce que vous pensez justement qu'on est plutôt dans un marché de FOMO ou plutôt dans un marché de liquidité? À quel moment, quels sont vos biais? Et à quel moment vous vous dites que, eh bien, effectivement, ce marché de FOMO peut s'enclencher? Personnellement, pour moi, la barrière psychologique des 100 000 dollars peut créer effectivement les conditions d'une FOMO. Maintenant, tant qu'on n'arrive pas à les passer, il y a peu de monde en fait, et ça, on s'en est rendu compte en perdant les momentum successifs. Il y a ici, encore une fois, si je vais voir l'ATH du BTC qui se trouve ici, ici, il n'y a pas un mec qui décrochait son téléphone, je parle à l'ancienne là, hein, bien sûr, hein, qui allait sur son exchange ou qui appuyait sur buy. Il n'y a pas un mec qui appuyait sous les 100 000. Il n'y a pas eu ce truc qui fait que ça passe. J'espère également que le petit sujet sur MicroStrategy hier, mais également ces bruits de couloir en ce qui concerne, et j'en avais parlé d'ailleurs dans un thread sur Twitter, n'hésitez pas à aller sur le Twitter encore une fois, j'en avais parlé que l'acceptation par des grosses boîtes, par des GAFAM, hein, concrètement, que ce soit d'un côté Nvidia qui accepte d'être payé en crypto par exemple, Microsoft, Amazon, etc., pouvaient éventuellement lancer un mouvement institutionnel. On voit en ce moment les actions, excusez-moi, ça va être long, mais on voit en ce moment MicroStrategy, par exemple, dont le prix fluctue littéralement pour le coup en fonction du Bitcoin. Mais on voit quelques autres petites entreprises qui disent on va mettre 50 millions en trésorerie et le prix de leur action double. Donc en ce moment, il y a un intérêt à faire ça. Il y a une sorte de premium qui se crée. Je prends 50 millions, c'est des petites capes, hein. Je prends 50 millions de ma trésorerie en BTC et du coup, par contre, mon action, eh bien, le premium va être pris au sens où en ce moment, BTC est plutôt. Alors attention, on peut corriger plus, mais en ce moment, BTC a plutôt le vent dans le dos. Il est tout à fait possible que se mette en place une sorte de dot-com bubble, hein, un petit peu. Chaque entreprise qui crée à ce moment-là un .com, je sais pas, j'allais dire une connerie. Rentemidget.com, loue un nain pour ton anniversaire. C'était vraiment, pour le coup, pour la blague, hein, excusez-moi. Mais en soi, à ce moment-là, chaque entreprise qui posait un .com, on va dire, voyait son prix en termes d'action énormément augmenter. Ok ? Est-ce qu'on n'est pas en train de voir un peu les prémices de ça, d'accord ? Est-ce que... Et cette bulle, vous voulez en faire partie, vous voulez juste vendre au bon moment, mais sinon, vous voulez en faire partie, que ce soit dans les entreprises, que ce soit les mineurs, bien sûr, qui pourraient éventuellement profiter énormément d'une sorte de bulle autour de la crypto. J'avais déjà parlé de ces choses-là également, mais à partir de là, si on voit ces choses-là se mettre en place, cette espèce de FOMO institutionnel, que je veux voir, moi, sinon, si je la vois pas, on va dire que ça sera une nouvelle vague de distribution sur des nouveaux retails, etc. Et ça, c'est pas que ça sera pas intéressant, mais on n'aura pas ça sera pas un super cycle, ok ? Là, on sent quand même que se mettent en place toutes les conditions éventuelles pour venir essayer d'aller titiller ça, d'accord ? C'est ce que je veux voir. Mon wallet est prêt pour ça. Maintenant, encore une fois, ne baissez pas la garde. On a beaucoup parlé des analogies entre la boxe également et le trading. Ne jamais baisser sa garde. Toujours avoir les bras en l'air et être prêt en cas de crochet du gauche, hein, qui peut éventuellement faire mal. Et voilà, continuer à danser. Danser à la façon de Mohamed Ali, bien sûr. Mais en soi, voilà, toujours être quand même sur le qui-vive. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Vous voyez qu'on a mixé psychologie, investissement institutionnel. On a mixé pas mal de choses, un peu comme d'habitude. J'espère qu'elle vous aura plu encore une fois. Partagez, likez, mettez des commentaires, allez pousser les algorithmes. La chaîne galère à passer 7000, s'il vous plaît. Aidez un peu tout ça, parce que c'est le juste retour des choses, surtout si vous vous êtes tapé 48 minutes de
de mes joutes verbales. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.